Alors, en premier, on lave les olives qu'on vient de ramasser. Une fois qu'elles sont bien lavées, on les égoutte. Je remets de l'eau pour les laisser tremper. Je pique mes olives, chaque olive, pour que ça enlève l'amertume. C'est un petit jeu de patience. Alors que nous avons dormi à Bassa et que nous nous dirigeons vers notre prochaine destination, nous trouvons une coopérative d'huile d'olive où est extraite l'huile. Le personnel est d'une extrême gentillesse. La boutique est attenante à l'usine de production. Nous achetons 2 bidons de 5 litres d'huile d'olive extra vierge. C'est la meilleure, la plus chère, mais tellement moins chère qu'en magasin et en France surtout. C'est une très bonne affaire. Le litre est à 6,75 € TTC. La TVA est à 2% alors qu'en magasin, elle est à 5,5%. C'est bien plus intéressant d'acheter directement à la coopérative et chez les producteurs. Cette journée commence sous les meilleurs auspices. Le soleil est au rendez-vous, les panneaux solaires rechargent. C'est une bonne journée pour Jeannot qui surveille avec attention la production et notre consommation d'énergie. Il n'a pas travaillé chez EDF pour rien, il garde ses bonnes habitudes. Nous sommes prêts vers 10 h, comme à l'accoutumée. Le GPS était programmé direction Los Baños de Sujar. Comme il fait beau, la destination est excellente pour passer la journée. Par contre, les gars, c'est déchetterie. Ah, ça, c'est pas normal. Hein. Franchement, c'est pas normal. Dans un beau site comme ça, avoir des trucs qui traînent de partout, mais non. Mais non. Nous avons choisi ce site car nous l'avons vu à maintes reprises sur YouTube présenté par des voyageurs que nous suivons. C'est une curiosité géologique. Des sources d'eau minérale riches en sulfate, chlore, sodium et calcium aux propriétés curatives pour soigner essentiellement les rhumatismes. Les eaux émanent de la terre à une température moyenne de 40 degrés. L'eau du bassin se maintient à une température constante de 34 degrés Celsius. Sur Internet, nous recherchons d'anciennes images de l'Embalse Negratin et du bassin pour les comparer à nos photos. C'est une catastrophe. Le niveau de l'Embalse était à hauteur des sources chaudes. À ce jour, l'Embalse s'est retiré, laissant place à la végétation. Ouais, ça fume bien. Hein. Ça doit bien fumer, c'est le matin. Là. Tu sais, quand c'est bien frais, oui. tu pars l'eau à 38, il fait frais là. Ça doit... Et là, le fond de l'air est frais, c'est pour ça que tu le vois. On repart sans nous être trempé les pieds, car le site ne nous a pas convaincus. L'eau est quand même très très trouble.
Dans l'après-midi, nous avons trouvé un emplacement parfait pour nous poser en attendant de visiter Ronda le lendemain. Jeannot s'exerce à l'aquarelle. Un beau coucher de soleil sur fond de ciel dégagé présage une belle observation du ciel nocturne. La nouvelle lune et le rapprochement de Vénus couronnent le spectacle. Pour le moment, c'est la plus belle fin de journée que nous offre le ciel andalou. Ce matin, la brume s'accroche à la ville. C'est une mer de nuages. Seules les toitures des maisons et des monuments émergent. Ronda nous apparaît comme une île. Nous apprécions les ruelles avec les maisons aux fenêtres et portes clôturées par des grilles en fer forgé. C'est le reflet de l'Andalousie. Même si les journées automnales sont de plus en plus courtes, nous sommes chanceux et profitons pleinement de ces belles journées ensoleillées aux températures douces. Nous déambulons dans la rue piétonne avec ses commerces proposant des produits typiquement espagnols. Ronda est le dernier bastion arabe pris par les chrétiens au XVe siècle. La ville est construite sur 2 falaises rocheuses vertigineuses qui se font face, créant un défilé au travers duquel serpente un cours d'eau. Ce canyon est traversé par plusieurs ponts, dont le Puente Viejo au plus bas et le Puente Nuevo en son point le plus haut. La Plaza de Toros est la plus ancienne d'Espagne. Les arènes semblent très grandes. La statue du taureau qui trône sur la place est immense. Cette destination n'était pas prévue sur notre parcours. Mais c'est grâce à un autre couple de voyageurs que nous suivons depuis peu sur Polar Steppe que nous avons eu envie de faire ce petit crochet. Comme nous avons bien fait. C'est un village blanc très touristique, encaissé entre des roches dans lesquelles sont bâties des maisons troglodytes. Une des particularités de cette île est cette ruelle très étroite, recouverte naturellement par la roche suintante. Guadix est une grande ville mêlant des quartiers récents, des quartiers plus anciens, des quartiers touristiques avec les maisons troglodytes, certaines plus ou moins propres, plus ou moins bien entretenues. C'est un grand contraste. La cathédrale catholique du XVIe siècle, dont la construction s'achève au XVIIIe, est immense. En son sein se trouve le musée du diocèse.
construite sur les fondations de la grande mosquée de style gothique, renaissance et baroque. L'extérieur est magnifique. Le portail très travaillé est richement décoré de statues, d'arabesques, de colonnes, comme dans des temples. Les gargouilles sont en forme d'animaux ou de têtes humaines. Elle est impressionnante, imposante. Cependant, nous ne la visitons pas, car 7 € par personne, nous trouvons que c'est un peu cher pour un édifice religieux. L'accueil, d'autre part, est plutôt glacial. La personne au guichet n'est pas sympathique du tout. Des cathédrales, nous en avons vu déjà beaucoup. En plus, la tour est fermée au public et l'Alcazaba, le château mauresque, est en restauration. Donc, nous ne pouvons pas le visiter. Alors, nous passons notre chemin. Casa de las Palomas nous plaît tellement que nous décidons de nous faire un petit restaurant familial. Il est 12h30, c'est parfait. Comme très souvent en Espagne, le menu comprend une entrée pour patienter, 2 plats et un dessert. Dans ce restaurant familial, le menu est à 12 €. Un petit canari est enfermé dans cette cage. Il serait tout de même mieux en liberté. Il y a de la mousse, hein? Ouais, Tu m'offres le resto, mon Jeannot? ouais, c'est la première fois. La première fois? Ouais, ça rentre dans le budget du voyage. C'est la première fois du voyage. Ça comme ça? Alors, tu pas ou... À la tienne, mon Jean. Alors, ensalada de patatas. Et ça, c'est avec Et ça, l'apéro. C'est pour l'apéro. avec l'apéro? Ouais. Mais c'est trop bien. Alors, c'est bon? C'est quoi? C'est un peu des légumes en mayonnaise, non? C'est ça? Tu as fait une purée. Ouais, moi, je vais attendre le pain. Je pense pas qu'il y ait de... Je pense pas qu'il y ait de la mayo. C'est quoi? Fresa y nata. Fresa y nata et melon. Une petite part. Une petite part. Oui, c'est vrai. Elle est un peu copieuse, hein. Mais bon. Allez. Bon appétit. Merci. Et tu attends ton café solo? Café solo. Nous sommes repus en sortant de table. Il va falloir marcher pour éliminer les calories. Cela tombe bien, nous allons jusqu'au quartier des maisons troglodytes, à l'opposé d'où nous sommes. Des petites montées nous attendent. Le quartier est bien délimité. Il surplombe un peu la nouvelle ville. D'ailleurs, des points de vue jalonnent le circuit de visite touristique. Ça grimpe, ça grimpe. Oh, il y a des endroits, c'est pas reluisant. Nous sommes saisis par le contraste qui existe dans cette partie de la ville, bien à l'écart du reste de Guadix. Notre ressenti diffère selon l'endroit où nous sommes. Ainsi, face à des maisons spécialement restaurées et chichement décorées pour l'accueil des touristes, se côtoient des maisons à l'abandon ou encore habitées et dont la pauvreté de ses habitants nous fait mal au cœur. Au centre du quartier, il y a une sorte de centre équestre, comme une fermette. C'est assez étrange. Des ânes, des chevaux, une basse-cour, des chats, tout ce petit monde cohabite. On est au-dessus, là. Oui. C'est marrant. Là, il faut payer la studiosité. On va aller au Mirador. Ouais. Montant au Mirador, on passe devant la maison d'un habitant qui a su tirer profit de sa maison troglodyte. C'est un sacré personnage. En redescendant du beau point de vue qui se situe juste au-dessus de son habitation, nous sommes invités à découvrir son intérieur, moyennant quelques piécettes. À l'intérieur des maisons troglodytes, la température est constante à 20 degrés. Entonces, amor, Salud, suerte, salud es la más primero. importante. Sí, Dinero, dinero. y amor. La pequeña es el Sí, amor. pero el amor profundo. El amor profundo es más
que la salud más grande. Ah, sí. Si hay amor, hay de todo. Hay de todo, Sí. sí, sí. ¿Y es una costumbre de Guadix? Es de Guadix. Ah, sí, ¿sí? sí, sí. Sí. Y un recuerdo para los padres, para los hijos, para los hermanos, para todos. Ok. Para uno mismo. Ok. Para todos. Para el marido, Si tu para veux en la acheter mujer. pour tout le monde. Sí. Para todos. Ah, sí. On Bueno. en prend et puis on donne ça. Regarde cet enchevêtrement de fils. Oh là là. C'est pas très réglementaire tout ça, messieurs, dames. La belle Caravaca de la Cruz est la 5e ville sainte en Occident, dans laquelle on célèbre une année sainte, l'année jubilaire de la religion catholique, après Saint Jacques de Compostelle, Santo de Liébana, Rome et Jérusalem. Elle est célébrée tous les 7 ans et l'on peut obtenir le jubilé, une indulgence plénière solennelle et universelle. La croix de Caravaca est une croix à 2 traverses en bois que les pèlerins suivent et honorent. Cette croix serait apparue miraculeusement en 1232 lors d'un office religieux mené par un prêtre, lui-même prisonnier des Arabes, devant un monarque musulman et sa cour. Lors de la célébration, différents objets indispensables pour la messe furent apportés par des émissaires arabes. Cependant, il manquait une croix. Alors, 2 anges apparurent dans une lumière éblouissante, apportant cette croix divine. Cette amulette puissante est censée éloigner le mal et augmenter la chance. Depuis ces temps, des fêtes commémoratives sont célébrées tous les ans au mois de mai. Des événements ont lieu comme des courses de chevaux, des processions, des concours du plus beau cheval, des plus belles réalisations de capes brodées par des religieuses. L'après-midi, nous nous promenons dans le parc Las Fuentes del Marqués. Au fur et à mesure de notre progression, nous nous retrouvons entourés de chênes blancs, de rues, de petites cascades, d'une source qui jaillit en plein cœur du parc. Les feuilles mortes aux couleurs automnales tapissent le sol. Ça sent tellement bon l'humus.
celui-là, là. Ah, Jeannot, c'est une procession. D'accord, mais ils sont tous. Alors que nous sommes sur la place du marché, nous entendons de la musique au loin. Les rues sont barrées. Que se passe-t-il? Vite, nous allons voir. Et là, trop bien. Des danseurs et danseuses équatoriens défilent au son de musique folklorique entraînante. Nous avons trouvé un beau bivouac à côté de la ville de Calasparra. D'après Jeannot et des recherches sur Internet, apparemment ce serait le petit Pietra de l'Espagne. Santuario de la Virgen de Esperanza est voué au culte de la Vierge de l'Espérance, patronne de Calasparra. Au XVIIe siècle, en ces lieux se trouvait l'ermitage primitif près du Rio Segura, dans un abri naturel de bergers. Au fil du temps, l'ermitage a été agrandi avec le développement des croyances. Le site fut canonisé en 1996 par le pape Benoît XVI. Ce sont les papes qui décident des années de jubilé. Ici, le premier a eu lieu en 2008. Sur Internet, nous allumons virtuellement un cierge dédié à nos 2 enfants et notre petit-fils, avec comme intention amour, paix et bonheur. L'édifice est étonnant. Les façades sont construites, assemblées en pierre locale et jointées par des petites pierres et du ciment. La grotte naturelle est étroite et longue. Sa roche noire forme le toit de l'église. Il est assez bas. Il fait bon à l'intérieur, presque chaud, très humide. Des bouches d'aération avec des ventilateurs sont installées pour pallier cette forte humidité. Au fond de l'église, il y a un présentoir immense où les croyants, les pèlerins ont allumé des bougies, ce qui crée une atmosphère chaleureuse. Mais il y a tellement de bougies que l'odeur est entêtante et le plafond totalement noirci par les émanations des cierges. Dans le cœur de l'ermita, la Vierge de l'Espérance trône au-dessus de l'autel. Elle est magnifique. Ses vêtements sont somptueux.
Dans le musée, toute une collection de vêtements portés par la Vierge sont exposés. Ils retracent par les couleurs et les styles les tendances des différentes époques. Les donations ont une grande importance. On le constate aux nombreux objets présents dans des vitrines, suspendus au mur, au plafond. Il y en a partout. Les familles ont fait donation des robes de baptême, de mariée, des vêtements de naissance, des habits de toréador. Des escaliers nous mènent jusqu'au point de vue sur le ruisseau, les champs agricoles, les monts environnants et le sanctuaire. Pour le moment, nous sommes seuls. Quelques touristes commencent à arriver. Ce petit Petra n'est qu'un avant-goût du grand Petra que nous espérons aller voir un jour.